Le monde intérieur, l'organiser pour trouver la plénitude. La vie est faite d'échanges entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Mais vous devez toujours mettre l'accent sur le monde intérieur, car c'est en lui que vous êtes continuellement plongé. Vous n'êtes pas toujours en train de regarder, d'écouter, de toucher, de goûter quelque chose à l'extérieur de vous, tandis que vous êtes toujours avec vous-même, avec vos pensées, vos sentiments, vos états de conscience. Tant que vous donnez la prépondérance au monde intérieur, vous courez au-devant des déceptions. Tant que vous donnez prépondérance au monde extérieur. Peut-être, pour un moment, vous pouvez imaginer que vous tenez quelque chose. Mais quelque temps, après vous, ne tenez plus rien. Tout vous a échappé. Les humains sont à la recherche du bonheur, à la recherche du grand amour, à la recherche de la plénitude. Mais ils doivent savoir que c'est en eux-mêmes, d'abord en organisant leur monde intérieur, qu'ils parviendront à les trouver. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Ayou. 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir. Je vous le rappelle, la randonnée va durer 90 minutes. L'actualité, mesdames, messieurs, c'est d'abord le ministère des Affaires étrangères du Mali. Plus précisément, le ministre des Affaires étrangères du Mali, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, qui a saisi par une lettre la présidence en exercice du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le ministre malien y accuse clairement et sans embâche la France, non seulement de violation de sa souveraineté et d'actes d'espionnage au Mali, mais aussi et surtout du soutien de Paris aux groupes terroristes agissant sur son territoire. Le Mali, dans cette correspondance adressée à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, déclare se réserver le droit de faire usage de la légitime défense dans le cas où persisteraient les agissements français, et ceci conformément à la Charte des Nations Unies. Cette lettre est datée du 15 août et qui marque le départ du Mali des derniers soldats français du territoire après 9 ans de présence militaire sur place. Mesdames, Messieurs, nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions. Parlant justement du Mali, les derniers militaires de l'opération Barkhane ont quitté le territoire malien, un retrait final qui met un terme à des mois de relations tendues entre Paris et Bamako. Des Bamakois sont descendus dans les rues pour fêter ce départ. Imaginons. Mesdames, Messieurs, mon réalisateur me dit que nous y reviendrons d'un instant à l'autre. Le président sénégalais, nous sommes toujours au Mali, le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a effectué lundi une visite d'amitié et de travail au Mali. Il a indiqué qu'il était allé échanger et travailler avec les autorités maliennes pour trouver une issue heureuse à la transition en cours dans le pays. Le président malien et son collègue sénégalais ont échangé des points de vue sur les relations bilatérales entre leurs deux pays. On fait le point. C'est la première visite du président sénégalais au Mali depuis le coup d'État de 2020. Macky Sall est accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall est venu échanger avec les autorités maliennes sur la gestion de la transition, notamment l'organisation des élections à date.
Le Mali, comme vous le savez, est un pays très important pour nous en Afrique. C'est un pays pivot en Afrique de l'Ouest, qui est frontalier avec la plupart de nos États et qui est très lié au Sénégal par la géographie, l'histoire et tout ce qui nous lie. Et dans ce contexte, je suis venu voir mon jeune frère, le colonel Goïta, chef de la transition, chef de l'État, et les autorités de la transition pour échanger et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition et pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international. Donc c'est plutôt une visite de solidarité et d'amitié. Les relations bilatérales entre le Mali et le Sénégal ont été également au centre des échanges entre les deux chefs d'État. Le président sénégalais et malien ont estimé nécessaire de redynamiser les relations commerciales entre les deux pays. Nous avons les questions liées au commerce, les questions liées au transit des marchandises, au chemin de fer. Alors sur tous ces sujets, bien sûr, les deux délégations ont pris note et nous allons examiner et donner les réponses appropriées pour que toutes les barrières ou toutes les difficultés, en tout cas, qui entravent le commerce, conformément d'ailleurs à notre engagement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, que les barrières non tarifaires, les barrières indues puissent sauter afin que le commerce soit équitable entre nos pays et que finalement, qu'il n'y ait pas un renchérissement des marchandises du fait simplement de ces tracasseries. Cette visite du président sénégalais est la première d'un chef d'État au Mali depuis la levée des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et la troisième depuis le coup d'État du 18 août 2020. Selon des observateurs, la visite du président sénégalais marque le retour du Mali sur la scène continentale, même si le pays reste toujours suspendu dans des instances de la CEDEAO et de l'Union africaine. On reste toujours au Mali pour vous dire qu'environ 159 kg de cocaïne ont été arraisonnés par les douanes maliennes. C'était à Corée-Mali, à la frontière entre le pays et la Guinée. La dite saisie s'inscrit dans un vaste programme de lutte contre la fraude. On fait le point. Les douanes à la hauteur de leurs ambitions. Pour preuve, 159,5 kg de cocaïne d'une valeur marchande de près de 8 milliards de francs CFA sont saisis à Corée-Mali, à la frontière Mali-Guinée. Selon les statistiques des douanes maliennes, cette prouesse des soldats de l'économie est une saisie record sur tous les corridors. Alors, quel a été le mode opératoire des agents du bureau secondaire de douane de Corée-Mali pour saisir cette importante quantité de cocaïne? Il y a un monsieur qui s'est présenté à nous pour demander le laissez-passer touristique. En la matière, c'est vraiment impossible. Le fait d'insister là-dessus prouve le comportement suspect de la personne. Donc son comportement a attiré notre attention et j'ai décidé avec quelques éléments d'aller voir le véhicule parce que c'est un véhicule carrément banalisé. Donc avec le flair douanier, on a vu que ce n'est pas clair. Justement, c'était à bord de ce véhicule banalisé que la cocaïne était disséminée. Ils ont carrément transformé le toit du véhicule pour stocker le produit. N'eût été la vigilance des agents, c'était bon vent au trafic de drogue. Nous avons vu qu'à l'intérieur, il n'y avait rien que des sacs, des téléphones. Mais vu le pneu du véhicule, on sentait une charge. C'est ce qu'on a essayé de découvrir. Comme le véhicule portait un porte-bagages, donc quand on a soulevé ce porte-bagages qui était fabriqué pour la circonstance, nous avons vu que le toit avait été éventré. Donc quand on a enlevé la tôle qui cachait en fait ce produit, nous avons vu des briquettes. Force est de signaler que depuis un certain moment, les soldats de l'économie ont adopté de nouvelles stratégies dans la lutte contre la fraude. Cela à travers une surveillance accrue sur les différents corridors. Cette saisie record sur le corridor guinéen nous appelle à deux enseignements très importants. D'abord, les douanes maliennes ne ménagent aucun effort pour l'accomplissement de leur mission.
Mais aussi, il faudrait vraiment le second enseignement remarquer que un pays en guerre, d'une manière générale et précisément notre pays, est un pays qui devient un terreau très très facile pour les malfaiteurs de tout genre, pour pouvoir vraiment se livrer à des activités illicites dans les pays. Et c'est pourquoi justement je profite de votre antenne pour lancer un appel à tous les collègues porteurs d'uniformes et même aux populations civiles afin que tout le monde puisse rester très très vigilant pour la défense de notre patrie. Cette saisie dénote de la bonne collaboration des douanes maliennes et guinéennes, surtout au moment où les maîtres mots s'appellent la facilitation douanière, mais aussi la sécurité avant tout. C'est notre engagement partagé entre les douanes guinéennes et les douanes maliennes. Quand on parle de bilatéral, ça veut dire que les deux administrations vont travailler ensemble en termes de facilitation du transit, en termes de sécurisation du transit et en termes d'échange d'informations et de données. Facilitation et sécurisation, les douanes peuvent réussir ce double objectif et l'un n'empêche pas l'autre. Et aujourd'hui, on peut peut-être penser que bon, voilà, le corridor il est ouvert. Je vous assure que cela n'entamera en rien la détermination des deux douanes, des deux côtés, à travailler pour rester dans la vigilance. L'engagement et la détermination des agents de terrain de la direction régionale des douanes de Koulikoro sous le leadership de leur directeur, le lieutenant-colonel Mohamed Koulibaly, ont été salués et appréciés par la hiérarchie. Voilà, mesdames, messieurs, l'actualité ce soir, donc, vous l'avez compris, c'est la lettre adressée à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies par le ministre malien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, une lettre dans laquelle le Mali accuse clairement la France de violation de sa souveraineté et d'actes d'espionnage, mais aussi de soutien de Paris aux groupes terroristes agissant sur son territoire. Dans cette correspondance, le Mali affirme qu'elle se réserve le droit de faire usage de la légitime défense dans les cas où persisteraient les agissements français sur son territoire, et ceci conformément à la Charte des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, nous allons partir tout de suite dans la seconde partie. Non, nous allons passer tout de suite à l'actualité nationale dans cette édition, le sommaire. Le mois d'août, un mois souvent où la fraîcheur est élevée. Cette année, fraîcheur et l'humidité sont intenses. Nous en parlons au cours de cette messe de l'information et nous écoutons l'avis des experts. Concilier études et passion n'est pas chose aisée. Cela se passe sur le campus d'Abomey-Calavi où les étudiants, en dehors des études, se livrent à des activités artistiques et culturelles. La divagation des bêtes à Parakou dans le septentrion à la peau dure, malgré les efforts des autorités. Le phénomène se poursuit. Nous écouterons les explications de Fidèle Ezimbaba, notre correspondant permanent sur place. Mesdames, Messieurs, nous établirons tout à l'heure au cours de cette messe de l'information la liaison avec nos partenaires du Deutsche Welle. Nous parlerons des complications autour de la MINUSMA, puis l'arrivée présumée des Russes à l'aéroport de Gao et les résultats des présidentielles au Kenya. Ce sera bien entendu avec nos partenaires de la radiodiffusion et télévision publique allemande, la Deutsche Welle. Vivien Couimont de Golf TV Africa recevra en direct de Berne Nafissa Amadou. Mesdames, Messieurs, prenez donc le rendez-vous. Le mois d'août rime avec fraîcheur et
fraîcheur au Bénin, il faut le dire, une fraîcheur intense cette année qui rime avec humidité, sachant que c'est une période au cours de laquelle se développent certaines pathologies. Crop TV Africa s'est intéressé aux dispositions à prendre par les concitoyens pour se protéger et protéger leur progéniture. Leur réaction à suivre dans ce journal. Le mois d'août est la période par excellence de grande fraîcheur au Bénin. Période au cours de laquelle se développent de nombreuses maladies virales telles que la grippe, la toux et autres maladies respiratoires, sans oublier bien évidemment le paludisme. Les enfants et personnes âgées sont les couches les plus exposées et les plus affectées en cette période de fraîcheur. Cette année, l'humidité et la fraîcheur ont très tôt annoncé leur couleur et se sont intensifiées au fil des jours. Si certains parviennent à leur résister, d'autres par contre n'arrivent plus à tenir le coup et ont changé depuis peu leur style vestimentaire et habitudes culinaires. Ça dépend de l'organisme de chacun. Contrairement à la vie générale, moi je préfère la fraîcheur à la chaleur, puisque moi je n'arrive pas du tout à supporter la chaleur. Même actuellement, je dors comme un ver de terre. Et puis, je me sens très à l'aise. C'est ma consistance physique peut-être qui fait que je ne sens pas la fraîcheur. Il y a certains qui sont vraiment sensibles à la chaleur. C'est ceux-là qui ont des difficultés en ces moments-ci. Bon, enfin, il paraît que c'est l'effet du changement climatique qui entraîne cela. Tout le monde sait que dans le mois d'août, il y a toujours la fraîcheur. Mais pour cette fois-ci, là, je n'ai jamais vu ça. C'est trop fort pour ce mois-là. Donc, un monsieur âgé comme moi, par exemple, ne doit plus prendre des choses fraîches, de la bière, du vin frais, non. Je ne prends plus de la bière même. La bière fraîche, là, non. En temps normal, là, on doit se lever très tôt le matin. Si vous voulez se lever le matin, là, il faut essayer de se doucher avec de l'eau chaude. Si vous voulez manger, il faut manger des repas chauds. Donc, c'est ça, hein, chez moi, c'est ça. Je prends de l'eau chaude le matin avant de me doucher. Et je me douche toujours avec de l'eau chaude avant de quitter la maison. Parce que le temps, là, on doit beaucoup se méfier. Donc, c'est comme ça que moi, je vis. Pour certains traditionalistes, la fraîcheur constatée dans le mois d'août a une explication spirituelle, comme nous le confie ici Runongan Togbe Wekenon. C'est un temps un peu dense. Pourquoi c'est un peu dense? En ce moment, d'habitude, les yams sortent. Chez nous, les Vaudounos, l'année termine. Chez nous, c'est maintenant que l'année termine, on veut rentrer dans une nouvelle année. Donc, ils ramassent les mauvaises choses pour aller mettre ça de côté et on rentre dans une nouvelle année. Si ça ne vient pas, ça ne va pas enlever des mauvaises choses. Donc, ça ne nous gêne pas du tout. Précisément, nous les Hounons, on sait ce que ça vient faire. Ça enlève les maladies. Ça ramasse les maladies. C'est par là qu'on profite pour faire certains rituels. Dans notre fraîcheur, on profite pour faire certains rituels pour enlever des maladies, pour enlever des mauvaises choses. Pour ne pas subir les affres de la fraîcheur, certains préconisent. Je demande à tout Béninois ou à tout citoyen béninois, surtout les plus âgés, il n'a qu'à se protéger les petits-enfants et protéger les enfants. En tant que père ou en tant que mère de l'enfant, avec ce fraîcheur-là, on doit protéger son enfant. On doit protéger son enfant. On n'a pas besoin de dire que où est-ce qu'elle est? Toi, tu es où? Non. C'est à toi, le père, ou à toi, la mère, qui doit prendre l'entretien de ton enfant. On ne peut plus laisser l'enfant à ce temps-là. Donc, c'est ce que moi, je propose à tout le monde. Il faut vous protéger. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas affaire de pullover. Il faut vous protéger partout. Il faut protéger les enfants par tous les moyens de chez nous. Sinon, il y a beaucoup de choses qui soulèvent la tête.
Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Ce n'est pas les précautions qu'on prend pour prendre des pilules verts. Non, ce n'est pas ça. Il faut vous protéger. Pas tous les moyens de chez nous. Pas question donc de se négliger, encore moins les enfants, en cette période de forte fraîcheur. Face donc à la forte fraîcheur du mois d'août qui devient de plus en plus intense, bien des compatriotes estiment que ce regain de fraîcheur est lié au dérèglement climatique, mais aussi à la période. Cette hypothèse est largement répandue, n'est pas fausse, martèle le professeur Michel Bokor, le père de la climatologie au Bénin, qui indique que cela est dû à 3 facteurs. Suivez ces explications au micro de Spiro Aoussine. Il faut dire qu'il y a 3 explications. Parce que la climatologie est gouvernée par 3 phénomènes différents. Il y a ce que les physiciens appellent la mécanique des fluides, il y a ce qu'on appelle la thermodynamique, mais il y a aussi l'optique. Ce sont les 3 paramètres qui gouvernent le climat. Actuellement, la Terre se trouve assez proche du Soleil par rapport aux saisons d'hiver, hiver de l'hémisphère sud, hiver de l'hémisphère nord. Actuellement, on est dans l'hiver de l'hémisphère sud. Cela veut dire que, conformément aux lois de la thermodynamique, le pôle sud est froid, beaucoup plus froid que le pôle nord. Et comme l'air froid est plus lourd que l'air chaud, quand le pôle sud est froid, le pôle nord est chaud. Donc l'air froid du pôle sud remonte vers l'équateur. Et il y a un centre d'action, c'est-à-dire les hautes pressions qu'on appelle Sainte-Hélène, qui est à 13 degrés sud, qui est complètement chargé par l'air froid du pôle sud. Et comme l'air froid est plus lourd que l'air chaud, cet air froid repousse l'air chaud du Sahara vers le nord. Si vous suivez les informations, et sur France 24 ou autres, on vous dira qu'ils connaissent des températures extrêmes actuellement dans les pays de l'hémisphère nord, notamment en Europe, au Canada et partout dans l'hémisphère nord. Et nous, on est au milieu, entre ceux qui ont très chaud en Europe et ceux qui ont très froid au pôle sud. Donc c'est tout à fait normal que la mousson, on appelle ce vent-là la mousson australe, c'est-à-dire la mousson venant du sud, soit froide, parce que c'est la saison hivernale au pôle sud. Et dans le même temps, c'est la saison estivale au pôle nord. Donc, tout l'air chaud du Sahara est repoussé en direction du pôle nord, et les Européens, les Canadiens et autres gens situés très au nord du tropique ont actuellement très chaud, pendant que nous, on sent la fraîcheur que l'air, la mousson nous ramène du pôle sud. Ça fait partie des dérèglements qu'on a signalés depuis longtemps, ça fait partie des dérèglements. C'est une norme qui a été accentuée par le dérèglement. Sinon, logiquement, on ne devait pas avoir 40 degrés, 42 degrés. Depuis 2003, on n'en a pas eu. Et encore en 2003, on était autour de 35 degrés. Mais cette année, on a franchi allègrement la barre de 40 degrés. Et ça fait partie du dérèglement climatique. Mais nous qui sommes au sud du Sahara, entre l'équateur et le tropique du Cancer, on a de la chance, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les 25 degrés, 32 degrés maximum. On a de la chance, donc on ne devrait pas se plaindre. Parce que souvent on exagère un peu aussi, parce que la température du corps et la température ambiante, pour qu'on soit à l'aise, c'est entre 16 et 22 degrés. Au-delà de 22 degrés, on commence à dire « Ah, il fait chaud, il fait chaud ». Mais on n'a pas atteint les 40 degrés de ceux qui sont plus au nord. Il est vrai, le vent ajoute. Quand il y a du vent, il y a ce qu'en anglais on appelle wind chill, c'est-à-dire que quand le vent souffle, ça refroidit la surface corporelle.
Quand vous faites sécher un habit, il n'y a pas de vent, ça met du temps à sécher. Il faut qu'il y ait du vent et de la chaleur en même temps. Donc, ça refroidit le corps parce que le corps échange sa chaleur avec l'atmosphère et le vent, en passant, renouvelle le contact entre le corps et l'ambiance, l'atmosphère ambiante. Donc, pour cette raison-là, c'est normal qu'on sente du froid parce qu'il y a en même temps du vent. C'est ça qui fait qui crée problème aux âgés. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il fait aussi frais que ça. Hein. Moi, je me souviens, dans les années 60, où j'étais encore entre le cours primaire et le lycée, et il faisait aussi froid au mois d'août. Et la différence, c'est qu'il y avait une petite pluie fine, qu'on appelle la bruine en langage technique, qui venait, qui repartait, et ça peut tomber plusieurs fois dans la même journée. Or, comme la pluie, quand c'est de l'eau liquide, vraiment, bon, ça ralentit le froid, ça ralentit aussi la chaleur, ça fait qu'on est dans une atmosphère beaucoup plus supportable. Sauf que ça se répète comme un peu une saison des pluies en Bretagne, en France, ou bien en Grande-Bretagne, dans les îles britanniques. Le professeur Michel Boko, climatologue. Y a-t-il un malaise au sein du bloc républicain, notamment entre les militants de l'ex-parti politique Union pour le développement d'un Bénin nouveau UDBN de Claudine Prudencio et les membres fondateurs du bloc républicain? Selon un communiqué du prénommé coordonnateur Abdoul Malik Issa, non seulement il est indiqué la suspension de toutes les activités de l'UDBN avec le bloc républicain sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre, c'est sur instruction ferme du bureau politique national, mais aussi il est dit que tout membre de l'UDBN qui se voit gêné par cette décision peut y rester sans aucune contrainte et cela n'engage que lui seul. Il ressort que les militants de l'UDBN seraient mécontents au sein du bloc républicain, surtout en ce qui concerne le positionnement sur les listes électorales pour les législatives de janvier 2023. Des membres de l'ex-UDBN auraient été approchés pour des positionnements sans la consultation des responsables du parti. L'une des raisons du divorce, apprend-on, l'Union pour le développement d'un Bénin, l'Union démocratique d'un Bénin nouveau, aurait déposé sa lettre de retrait du bloc républicain. C'est le président délégué de l'ex-UDBN, M. Cyril Diki, qui aurait procédé au dépôt de la demande du retrait du BR en compagnie d'un huissier de justice au siège du parti bloc républicain. C'est mercredi 17 août à Cotonou. Il faut que ce qu'on a eu à dire au cours de cette négociation soit pérennisé pour que chacun de nous trouve son compte. Il faut rappeler que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a rejoint le bloc républicain présidé par Abdoulaye Biotchane en 2021. L'accord de leur mise ensemble a été signé par la présidente du Haut Conseil de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Madame Claudine Afiavi Prudencio, et Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du bloc républicain. La signature de l'accord de mise ensemble est intervenue après le congrès de l'UDBN tenu le vendredi 15 octobre 2021 à Cotonou. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Concilier études et passion n'est pas chose aisée. Sur le campus universitaire d'Abomey-Clavis se trouvent plusieurs associations artistiques et culturelles qui forgent les étudiants passionnés de l'art ou de la culture dans diverses sessions, savoir, danse, chant, comédie, art oratoire et bien autres. Comment parviennent-ils à gérer études et passion quand on sait que la densité des cours à l'université reste ce qu'elle est? Golf TV Africa s'en préoccupe. Ulrich Charles Assobakwe, Flavien Zoran. Ils ne sont pas de grands artistes professionnels, mais ils sont visiblement pétris de talent.
Leur passion pour l'art et la culture les oblige, malgré leur statut d'étudiants, à concilier études et activités culturelles. Sur le campus d'Abomey-Calavi, plusieurs associations artistiques et culturelles accueillent des étudiants passionnés de l'art comme eux afin de les aiguiser, de les aider à améliorer leur talent artistique et à faire d'eux de potentiels professionnels de la culture béninoise. Pour la plupart des étudiants de cette organisation, c'est d'abord la passion qui les a conduits vers l'association qui aujourd'hui leur permet d'éclore le talent qui sommeille en eux. D'abord, il faut dire que quand je décrochais mon bac en 2013, j'avais pour rêve de devenir journaliste et les parents n'avaient pas assez de moyens pour m'aider à vite concrétiser ce rêve. Alors je me suis inscrit à la faculté de droit, à la FADESP, et c'est là que j'ai commencé. Et puis en 2015, j'ai découvert UKE, ensuite Radio Univers, et j'ai su que ce que je voulais, même sans aller à l'ISMA ou à l'UNESTIC, je pouvais quand même prendre par ces institutions et concrétiser mon rêve. C'est de là que je me suis inscrit ici en impresario, dans la session impresario de l'UKE, et je me suis inscrit à Radio Univers. Et j'ai combiné les trois, la fac, l'UKE et la radio. Ça n'a pas été facile, mais au bout du rouleau, puisque c'est ce qu'on voulait, puisque c'était la volonté, la passion, on s'en est sorti facilement. Oui, bon, il faut dire que le théâtre, c'est un truc que ma maman, elle est comédienne. Elle m'a initié très tôt au théâtre, le théâtre religieux, le théâtre, je vais dire, du quartier, où on faisait des trucs dans les quartiers. Donc on avait une troupe. Donc maman m'a initié très tôt à ce théâtre. Et à l'école, il y avait le théâtre scolaire en ce moment. Donc on profitait pour entrer, voilà, le goût est parti de là. Quand on a eu le baccalauréat, on a cherché des institutions ici et l'UKE, je suis tombé sur l'UKE. Parce que l'UKE, j'ai vu, il y a beaucoup d'institutions ici, mais pourquoi l'UKE? Parce que j'ai vu une particularité dans cette institution. Cette institution vous donne une formation pratique, pragmatique. Ce n'est pas de la logorée ni de la phraséologie, c'est vraiment pratique. C'est du A plus A qui donne 2 A, quoi. Mais la tâche n'est pas aussi facile pour ces étudiants. Combiner études et passion s'avère compliqué pour eux. D'abord, les études, moi, si je devais étudier selon moi, ce que j'aurais faire, c'est le journalisme. Il n'y a rien d'autre à mettre à côté. Alors, comme il n'y avait pas les moyens et qu'il fallait m'en sortir avec une licence tout au moins, je me suis inscrit à la faculté. Et comme mon esprit était dans le journalisme et que j'ai découvert les 2 institutions qui pouvaient m'aider, alors j'ai fait la combinaison des 2. En plus de la faculté, il faut dire qu'à un certain moment, j'ai privilégié les institutions à la faculté parce que je me sentais plus à l'aise, je me sentais ancré dans mon être quand j'étais dans ces institutions. Mais on n'a pas abandonné la faculté, on n'a pas repris également là-bas. C'est Dieu qui a tout géré et puis on s'en est sorti. Ouais, il faut l'avouer, en 2011-2012, j'étais en mathématiques. Et en 2013, j'ai fait une 2e inscription en lettres modernes. C'était pas facile. Mais il y a un truc, quand la passion y est, on se trouve toujours le temps. Moi, je manquais vraiment les cours en mathématiques. J'ai repris la 2e année en mathématiques, mais c'est rien de grave. J'ai manqué pour aboutir au théâtre. Donc, à des moments donnés, c'est difficile parce qu'il y a les exigences des professeurs à l'université. Mais les professeurs aussi, ils nous disent parfois, écoutez, ayez des à côté, que ce n'est pas les études académiques, que voilà, ça ne vous apporte pas forcément, ils ont dit forcément un lendemain. Il faut toujours avoir, en plus de son cursus académique universitaire, des à côté. Donc on essayait de jumeler voilà, les choses. Pour les étudiants artistes, ces associations artistiques et culturelles universitaires constituent de véritables laboratoires où se forme l'avenir des potentiels stars de demain. Disons que nous sommes dans un laboratoire culturel, d'accord ? Un laboratoire qui forme les étudiants, leur apporte des compétences, réveille en eux l'art qui dort. Parce que, vous savez, tous, autant que nous sommes, nous avons un art qui dort, qui sommeille en nous. Et quand vous ne croisez pas le chemin de celui qui va le réveiller en vous, vous ne pourrez jamais découvrir ce côté-là de vous. Et donc, ici, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des gens qui, naturellement, savent déjà qu'ils ont cet art et ils viennent aiguiser. Il y a d'autres qui ne savent même pas. Et parfois, on les amène à découvrir cet art en eux et à les aider à tailler l'art, à la mesurer
et puis à leur mettre au service de leur propre développement. Cependant, ils sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment financières, pour faire face aux différents défis qui se présentent à eux. Destination le Septentrion. La divagation des bêtes semble un phénomène à la peau dure à Parakou, dans le département du Borgou. En dépit de tous les efforts de la municipalité, les bêtes continuent de créer des dommages à autrui sans que leurs propriétaires ne puissent être retrouvés pour en assumer les conséquences. Une situation qui ne fait pas forcément du bien à la ville. Cette ville a statut particulier. Voici de Parakou les explications de Fidèle Ezimbaba, notre correspondant permanent dans le département du Septentrion. La divagation des bêtes dans la ville de Parakou est apparemment un phénomène à la peau dure. Malgré tous les efforts, le phénomène persiste. On rencontre toujours des bêtes en circulation, ce qui augmente les risques d'accidents de circulation. D'ailleurs, on dénombre un certain nombre de cas d'accidents créés par ces bêtes. Parmi les réformes que l'ancien maire avait fait pour la divagation des animaux dans la ville, mais on a vu notre population, nous les populations, on a tellement des oreilles dures. Parce que les animaux ne peuvent pas entrer de se partager la voie avec des anses. Mais l'ancien maire Satoko avait pris ces réformes. Il y a certaines qui ont pris comme donc, que c'était une mauvaise chose, réforme. Mais finalement, le départ de Satoko, les gens ont vu que c'était une bonne réforme. Et nous savons que comme le nouveau maire aussi était venu, il aurait pris cette réforme-là en compte. Parce que les animaux, vraiment, ce que ça cause dans la ville, c'est très grave. Même avant-hier, j'ai vu, vraiment, il y a certaines cabris qui ont terrassé une dame. Et vraiment, ce que j'ai vu là, j'ai couru l'âme. Concernant la divagation des animaux domestiques, l'ancien maire Richard Toko avait fait quelque chose, mais qui n'a pas abouti. Nous demandons à notre nouveau maire une responsabilité d'emboîter sur le même pas comme l'a fait Richard Toko dans l'ancien temps. Parce que si nous parlons des animaux en divagation aujourd'hui, parce que on voit que ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut le dire. Et quand ça va aussi, il faut le dire. Pendant de personnes sont victimes de cas d'accident de route, surtout pour les animaux domestiques. Et puis, ces animaux ne trouvent même pas leur propriétaire. Et beaucoup de personnes rendent l'âme sur le champ à cause des animaux domestiques là. Nous demandons mais de faire le plus rapidement possible pour emboîter le pas de l'esprit et de l'esprit Chatoko pour que les choses aillent bien. Il n'y a pas que les accidents que les bêtes créent dans la ville. Il y a également que ces animaux dévastent les jardins dans les concessions et perturbent la quiétude des populations. Bon, souvent, il y a certains, on sait qu'aujourd'hui, la vie coûte cher. Et il y a certaines populations qui se débrouillent parce qu'ils ne savent pas comment il faut vivre. Parce qu'au niveau des manger, que les prix ont augmenté. Mais il y a certaines choses qu'ils ont demandé certains endroits, les carrés vides pour planter des maïs et des haricots pour pouvoir récolter après pour vivre avec ça. Mais il y a certaines qui laissent les animaux pour aller détruire. Voilà que c'est pas tout le monde qui a des moyens pour aller dans les champs. Parce que si tu n'as pas un domaine, tu ne peux pas aller pour sacrer, pour planter des manger. Mais les animaux viennent pour détruire ça. Les délégués aussi, ils ont parlé fatigués. Maintenant, on ne sait pas quelle autorité qui peut nous aider. Parce le dégât que les animaux ont créé, que si quelqu'un a son jardin à côté de sa maison, ils vont détruire ça. Mais ce qui nous tient plus là, c'est le cas d'accident. Parce que tout le monde n'a pas les moyens pour les voitures. Beaucoup de personnes se déplacent en moto. Et en moto, souvent on est pressé. Et quand on est pressé, quelqu'un qui a jusqu'à 3 4 animaux chez lui doit faire d'enclos et les donner à manger chez lui, au lieu de les laisser en divagation dans la ville de Parakou. La ville de Parakou n'est pas un village. La ville de Parakou est une ville à statut particulier. Entre les autorités municipales et les populations,
On se demande qui est le réel responsable de la persistance de ce phénomène de divagation des bêtes. Est-ce l'entêtement des populations qui, malgré la réglementation existante concernant l'élevage en milieu urbain, refusent de se soumettre à la dite loi, ou ce sont les autorités qui, pour leur part, refusent de sévir avec la dernière rigueur? Il peut bien dire que c'est l'entêtement des populations. Parce que les autorités, tout ce qu'ils font, ce n'est pas à cause d'eux-mêmes. C'est à cause du bien de nous tous. Parce que quand ça va bien, nous tous on va profiter. Mais quand ça ne va pas, c'est nous-mêmes qui sommes plongés dedans. Mais aujourd'hui, nous, si on parle de ça dans les radios, les gens nous attaquent. Genre comme si on est contre eux. On n'est pas contre quelqu'un. On dit la réalité de ce que nous faisons, de ce que nous voyons dans nos différents quartiers. Si aujourd'hui, Banikan n'a pas les animaux domestiques, c'est que chacun a compris qu'il faut garder ces animaux chez soi. Mais les animaux en divagation, vraiment, c'est un véritable problème qu'il ne sait pas comment on va faire pour réduire, pour finir avec. Entre préserver la vie des hommes et ne pas frustrer les populations, il vaut mieux préserver la vie des hommes en réprimant avec la dernière rigueur ce phénomène de divagation des bêtes dans la ville de Parakou, une ville à statut particulier. Merci Fidèle Ezimbaba, notre correspondant permanent dans les départements du Septentrion. Parlons de la culture béninoise. Une culture riche, très riche, avec des spécificités qui permettent d'identifier le Bénin. De la période des indépendances à nos jours, il y a eu de grandes avancées qui font du secteur culturel béninois un secteur très attractif. Les gouvernants successifs tentent d'apporter leur contribution. Gulf TV Africa en parle ce soir avec le muséologue et acteur culturel Denis Avimadiesi. Il est interrogé par Spiro aussi. Je suis fier de ma culture. C'est pour ça que, comme vous le voyez, je porte quand même des vêtements traditionnels, même si c'est légèrement modernisé. Donc, je suis fier des chansons authentiques du Bénin qui ne sont pas du tapage pour rien, mais qui sortent des messages, de la philosophie, des conseils. Je suis fier de notre patrimoine culturel, de notre théâtre, de notre littérature. Je suis fier de la culture ancestrale. Le domaine culturel est très vaste. Vous voyez, je prends le seul secteur de la musique. Vous voyez la musique traditionnelle, vous voyez la musique reggae, vous voyez la salsa, tout ça est béninois, et bien que je ne citerai pas d'auteur pour ne pas faire de jaloux, mais je suis très fier de ce qui se fait sur le plan culturel. Mais attention, il y a les acteurs culturels qui ne sont pas tous des artistes. Lorsqu'on parle culture, ce ne sont pas seulement les artistes. Il y a par exemple les mécènes, ceux qui aident à la promotion, il y a les promoteurs, il y a vraiment plusieurs activités qui gravitent autour des activités artistiques. Moi, j'encourage tous ceux-là à faire en sorte que le volet qui nous reste, c'est-à-dire l'enrichissement et la modernisation de notre culture, se fasse. Quand je dis modernisation, ce n'est pas forcément copier ce que les autres font, mais maintenir ce qui est là et le moderniser. Je vous donne un exemple. J'ai vu la fois passée, la semaine dernière sur WhatsApp, un groupe de 2 personnes. Il y a le chanteur qui a des instruments en main et son accompagnateur qui seul joue 5 instruments. Par un mécanisme là, il joue le gong, il a des castagnettes attachées aux pieds et 2 personnes qui animent correctement une scène. Vraiment, j'étais ébloui. Voilà la modernisation dont je parle. Je ne parle pas forcément de remplacer ce que nous faisons par ce que les autres font. En 1990, lorsqu'il y avait la conférence, aussitôt après la conférence nationale, nous étions une minorité de combattants à réclamer que la culture soit financée. Et les gens disaient, mais ils sont fous ces artistes. Au moment où les salaires des fonctionnaires sont impayés, ils demandent un financement de la culture. Et cela a été fait à travers le Fonds des Arts, Fonds d'aide à la culture et aux loisirs, c'est son premier nom. Fonds d'aide à la culture et aux loisirs, intervenu, si j'ai bonne mémoire, en 1992. Et ça, c'est quand même à l'actif de l'État. Il ne suffisait pas que nous on le demande pour l'obtenir. L'État a fait ça. Nous avons aussi vu des ministres qui étaient très bien,
de vrais managers, de vrais dirigeants d'hommes. Bon, on en a vu aussi d'autres qui ne sont forts que, vous voyez, dans la division des artistes pour railler. Bon, mais ça, c'est humain, ça se comprend. Aujourd'hui, la culture nationale est consommée partout dans le monde. Nous sommes demandés partout. Je donne par exemple le cas de l'Europe où moi j'ai travaillé. Vraiment, je suis chaque fois fier lorsque nos artistes arrivent. Je donne un exemple, mais cette fois-ci, je vais appeler quand même le nom de la troupe. Je crois que ce sont les arts du Bénin, de Stanislas Degbo. J'ai assisté à un spectacle où on les a mis ensemble là, à Anvers, en Belgique. Anvers, la capitale de la Flandre. On les a mis ensemble avec des Européens de l'Est, vraiment. Les applaudissements face pour nos artistes étaient vraiment... J'étais fier et j'ai versé des larmes parce que j'étais très fier de cette prestation. Et elle n'est pas unique. Les jeunes qui arrivent, que ce soit les jeunes ou les personnes d'un certain âge, les artistes qui arrivent de chez nous ici, qui vont en Europe et un peu partout dans le monde, ils font notre fierté. Je ne le dis pas par chauvinisme, ils font notre fierté. Est-ce que peut-être parce que ces étrangers n'ont pas assez vu ce qui vient de chez nous? C'est aussi possible, mais ils battent les records. Oh, Bénin, fitwele ni do gbe pa boso nu ko yi nu. Di non vi don, bodo nu kundo onanje. Onanje bo, vivu to ele na wa monbolu. De mi kanu honu wete gbele kane. Monsieur Avima Djessi, qui conserve sa belle voix. Les complications autour de la MINUSMA, l'arrivée présumée des Russes à l'aéroport de Gao, les résultats des présidentielles au Kenya, entre autres sujets abordés dans le duplex de ce soir avec notre chaîne partenaire, la radiodiffusion et télévision publique allemande, la Deutsche Welle. Serge Vivien Kouimon reçoit ce soir en direct de Borne Nafissa Amandou qui se prononce sur d'autres sujets tels l'eau en Allemagne. Imagissons. Mesdames, Messieurs, nous sommes de nouveau en duplex avec notre partenaire de la radio-télévision internationale allemande, la DW. Avec nous aujourd'hui, Nafissa Amadou. Nafissa, bonsoir. Bonsoir Serge. Nous commençons avec le Mali et la suspension provisoire des activités des soldats allemands dans le cadre de la MINUSMA. Effectivement, Serge, la participation allemande aux missions de reconnaissance de la MINUSMA a été suspendue depuis le vendredi dernier. En début de cette semaine, le gouvernement allemand s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet, mais aussi sur l'avenir des soldats allemands stationnés au Mali. Berlin a en effet confirmé que les activités des soldats allemands seraient toujours en suspens tant qu'ils ne parviendront pas à assurer la rotation du personnel. Et en attendant, les opérations de l'armée allemande se limitent à assurer la sécurité dans des camps militaires. Et on le sait, la suspension des opérations de l'armée allemande fait suite à un refus de survol d'un avion de rotation par le Mali. Oui, et le problème est que la veille même, le ministre malien de la Défense avait donné des assurances que le vol aura bel et bien lieu. Une promesse qui n'a pas été tenue par Bamako. C'en était donc de trop pour l'Allemagne, qui a décidé de suspendre ses opérations car il n'est plus possible de soutenir la MINUSMA sur le plan opérationnel. Mais un accord a pu être trouvé ce week-end avec Bamako et un vol de rotation de la Bundeswehr, l'armée allemande, est prévu pour partir au Mali ce jeudi 18 août. Et je tiens quand même à noter qu'avec 1 millier de soldats de la Bundeswehr présents au Mali, l'Allemagne fait partie des pays les plus importants contributeurs de la MINUSMA. Mais les activités de la MINUSMA qui ne cessent d'être entravées depuis quelque temps, mais comment expliquer cette brouille entre la MINUSMA et les autorités maliennes? Les relations entre le Mali et la MINUSMA se sont détériorées après l'expulsion du porte-parole de la mission onusienne. Bamako lui reprochait d'avoir publié sur Twitter des informations jugées inacceptables. Ensuite, il y a eu, vous vous en souvenez, l'arrestation à l'aéroport de Bamako de 49 soldats ivoiriens, des soldats présentés par les autorités maliennes de transition comme des mercenaires. Ces soldats ont été inculpés lundi, notamment pour tentative d'atteinte à la sûreté
l'autorité de l'État est écrouée. Et c'est justement après cette arrestation que les rotations des contingents militaires et policiers de la mission de l'ONU au Mali avaient été suspendues. La mission de l'ONU a été par la suite contrainte de revoir les règles d'autorisation de ces rotations aériennes qui ont enfin repris depuis ce lundi 15 août. C'est dans ce contexte que les derniers militaires français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali après plus de 9 ans. Ce retrait des derniers soldats français est aussi marqué par la présence de soldats russes à l'aéroport de Gao. C'est une information de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui écrit être en possession d'un document adressé par la Bundeswehr à la Commission des Affaires étrangères du Parlement allemand. Ce document confirme que lundi, vers 11h du matin, des soldats allemands et britanniques ont signalé la présence de 20 à 30 personnes en uniforme militaire russe à l'aéroport de Gao. Ils ont été identifiés avec une quasi-certitude comme des membres des forces de sécurité russes. Ces hommes aidaient au chargement et déchargement de 2 avions de combat similaires à ceux récemment livrés au Mali par la Russie. Ces appareils étaient sur le tarmac et dans un hangar de l'aéroport de Gao. On change de sujet pour parler du Kenya où William Ruto a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Selon donc les résultats provisoires donnés par la commission électorale, c'est en effet le vice-président sortant, William Ruto, qui a gagné la présidentielle. Mais sitôt les résultats publiés lundi soir, des partisans du perdant, c'est-à-dire Raila Odinga, ont laissé éclater leur déception. Des manifestations ont secoué plusieurs quartiers populaires de la capitale Nairobi, mais aussi certaines régions du pays. Le président élu William Ruto a assuré qu'il travaillerait avec tous les leaders politiques du Kenya. Quant à Raila Odinga, il a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a qualifié les élections de parodie. Il estime que le président de la commission électorale est à la solde de William Ruto. Il argumente ses propos par le fait qu'une majorité des commissaires de cette commission avaient quitté la salle pour tenir une conférence de presse afin de dénoncer les résultats de la commission électorale. On quitte l'Afrique pour reparler de l'Allemagne où la Fédération des industries allemandes s'inquiète du niveau exceptionnellement bas des eaux de l'un des plus importants fleuves du pays. Effectivement, le niveau du Rhin, le fleuve qui prend sa source en Suisse pour traverser plusieurs pays dont la France et l'Allemagne avant de se jeter dans la mer aux Pays-Bas, a effectivement baissé de quelques 40 cm. Ce faible niveau du fleuve pourrait provoquer des problèmes majeurs dans le système d'approvisionnement. Ceci provoquerait aussi un chômage partiel, voire la suspension des activités dans certains secteurs industriels du pays. C'est une situation particulièrement préoccupante car les navires transportant du charbon et de l'essence sur le Rhin ont du mal actuellement à circuler. Une délocalisation de ce transport de marchandises sur les rails ou la route est également compliquée à cause des capacités limitées du réseau ferroviaire allemand et surtout du manque de chauffeurs routiers. Et en Allemagne toujours, environ 4% du fret est transporté par voie maritime. Oui, le Rhin est aussi l'un des fleuves les plus fréquentés au monde. Le fleuve a regagné en importance ces derniers mois car pour réduire sa dépendance en particulier du gaz russe, l'Allemagne veut davantage se tourner vers le charbon. Or, les grandes centrales électriques se situent principalement dans le pourtour rhénan, fleuve clé pour leur approvisionnement. Nafissa Amadou, merci de nous avoir permis d'honorer à ce rendez-vous hebdomadaire qui consiste donc à décortiquer l'actualité internationale. Avec vous, nous avons parlé des complications autour de la MINUSMA et puis l'arrivée présumée donc des Russes à l'aéroport de Gao. Nous avons aussi échangé sur les résultats de la présidentielle au Kenya et l'ambiance qui y règne, sans occulter bien sûr les problèmes d'eau en Allemagne, notamment concernant le fleuve du Rhin et la navigation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce duplex. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous aussi, Serge Vivien Kouimon. Merci à Nafissat Amadou. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent entrer dans la seconde partie de cette messe de l'information. Voici le sommaire de l'actualité internationale. Sa sortie était très attendue après l'annonce des résultats de la présidentielle du 9 août donnant vainqueur son rival William Ruto. Raila Odinga s'est exprimé ce mardi.
de tonnerre au Libéria après la suspension mardi 16 août de 3 hauts fonctionnaires accusés de corruption dans un rapport récent. La section Sniper Frontière des Jeux militaires internationaux de 2022 a été inaugurée hier à Fort Terepaima dans l'ouest du Venezuela. Le siège de l'information, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette seconde partie de l'actualité. Sa sortie était très attendue, je vous le disais, après l'annonce des résultats de la présidentielle du 9 août, donnant vainqueur son rival William Ruto avec plus de 50% des suffrages. Raila Odinga s'est exprimé hier. Le candidat malheureux de la présidentielle a rejeté le verdict de la commission électorale et décidé de saisir la Cour suprême de son pays pour obtenir son annulation. Suivez. Notre opinion au sein de l'AMISIO est claire. Les chiffres annoncés par M. Chebukati sont nuls et non avenus. Il a agi en toute impunité et au mépris total de la Constitution et de nos lois. Ce n'est pas à nous de décider si M. Chebukati a commis un délit. Nous laissons le soin aux autorités compétentes de se prononcer. Voilà ce qui ressort des propos très attendus de Raila Odinga alors que le pays redoutait un éventuel appel à manifester. Le vétéran de l'opposition kenyane a donc choisi d'utiliser les mécanismes de règlement des litiges existants pour tenter d'inverser la tendance, une option saluée par ses partisans. Tout le monde attendait sa déclaration. Il aurait pu nous appeler à descendre dans la rue afin de manifester. Je me réjouis de l'option pacifique qu'il a choisie et j'apprécie vraiment les mots polis de notre président élu. Pour ses partisans, en effet, Raila Odinga est le vrai vainqueur de la présidentielle. La balle est désormais dans le camp de la Cour suprême qui devra trancher ce contentieux électoral. En 2017, elle avait invalidé les résultats de la présidentielle en raison d'irrégularités, fait inédit sur le continent. Coup de tonnerre au Libéria après la suspension mardi 16 août de 3 hauts fonctionnaires accusés de corruption dans un rapport récent. Les 3 hommes, dont le chef de cabinet du président George Weah, ont été sanctionnés lundi par les États-Unis pour avoir sapé les institutions démocratiques au Libéria pour des intérêts personnels. George Weah, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, a fini par sévir. Sur le site du gouvernement libérien, le président George Weah s'est dit inquiet par les allégations du Trésor américain qui a épinglé 3 de ses proches collaborateurs pour des faits de corruption. Les hauts fonctionnaires sanctionnés ne sont pas des inconnus. Il y a Nathanael McGill, le chef de cabinet du président de la République, Saïma Sirenus Cephus, le procureur général, et Bill Tewey, le PDG de l'autorité portuaire nationale. George Weah a qualifié les allégations américaines de graves. En conséquence, il a suspendu avec effet immédiat les 3 personnes citées avant de les remplacer par leurs adjoints le temps de mener une enquête. Pour la journaliste libérienne Betty Mbayo, le chef de l'État n'avait guère le choix. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez lutter contre la corruption alors qu'en même temps vos proches sont pris en flagrant délit. Cela soulève clairement des questions sur l'intégrité de George Weah. Il a désormais la responsabilité de montrer qu'il est sincère par rapport à ses promesses. En 2017, année de son élection, le président Weah avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Mais depuis, quasiment rien n'a bougé.
Les sanctions américaines, annoncées lundi, interviennent un mois après l'invitation de George Weah à Washington pour un sommet des chefs d'État africains où la lutte contre la corruption devait être abordée. Le sommet doit se tenir du 13 au 15 décembre. Ouganda, plus d'1 million de personnes sur une population d'environ 45 souffrent de handicap auditif. Elles ont un accès limité aux journaux télévisés car la langue des signes n'est toujours pas offerte par les chaînes du pays. Suivez. Le littoral tunisien, de nouveau, le théâtre d'une crise migratoire en constante augmentation. Des centaines de migrants, principalement des Égyptiens en provenance de Libye, ont été secourus ou interceptés ce week-end par les gardes-côtes tunisiens alors qu'ils projetaient de rejoindre les côtes italiennes. Durant tout le week-end, les autorités ont multiplié les rondes en mer pour endiguer un fléau à la fois humanitaire et politique qui, chaque été, en raison d'une météo plus clémente, ne cesse d'augmenter. 46 tentatives de migration déjouées et pas moins de 657 personnes secourues entre vendredi et lundi, dont des femmes et des enfants, selon le ministère tunisien de la Défense. Écoutez. 42 Égyptiens qui avaient pris la mer depuis la Libye voisine ont été secourus dimanche au large de Kerkena après le naufrage de leur bateau. Après un incident similaire dans la même zone le week-end précédent, on craint que 10 migrants tunisiens ne se soient noyés tandis que 20 autres ont pu être sauvés. Chaque été, l'archipel tunisien de Kerkena, situé à l'est du pays, est sous haute tension. Point privilégié de départ des migrants, l'île se situe à moins de 200 km des côtes italiennes. Durant ce week-end de noir, les autorités ont indiqué avoir saisi 7 bateaux, sans préciser dans quel état étaient ces embarcations de fortune. Repêchées en pleine mer ou secourus depuis des plateformes pétrolières au large des côtes tunisiennes, nombre de ces migrants ont échappé de peu à la mort dans ces traversées devenues un business en plein essor pour les passeurs. Après un ralentissement en raison du coronavirus, les tentatives de migration illégale ont repris de plus belle ces 2 dernières années en raison de l'instabilité politique et économique qui règne dans la région. Selon l'agence européenne Frontex, plus de 42 500 migrants ont tenté de rejoindre les côtes italiennes entre janvier et juillet 2022, soit une hausse de 44% par rapport à la même période en 2021. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, il s'agit là de plus de 650 migrants, dont des Égyptiens, partis de la Libye, qui ont été secourus ou interceptés le 13-14 août par les gardes-côtes tunisiens alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée. La Tunisie a finalement opté pour une nouvelle constitution. Selon les résultats définitifs du référendum constitutionnel du 25 juillet, publié mardi, hier donc, la nouvelle charte a été approuvée par 94,6% des électeurs. Suivez. Au moins 2,6 millions de personnes se sont donc ainsi prononcées en faveur de ce test, même si le taux de participation a été considéré comme très faible, avec 30,5%. La nouvelle constitution de la République tunisienne entre en vigueur à partir de la date de l'annonce par la haute autorité indépendante pour les élections des résultats définitifs, de sa promulgation par le président et de sa publication au journal officiel. Le test instaure un régime hyper-présidentiel, contrairement à la Constitution de 2014 qui limitait volontairement le rôle du chef de l'État pour lutter contre l'arbitraire. La charte ne prévoit pas de procédure de destitution du président qui nomme le chef de gouvernement et les ministres et peut les révoquer à sa guise. Le vote de la nouvelle constitution est intervenu un an après ce que d'aucuns ont appelé la confiscation du pouvoir par le président Kais Saied. Selon les politologues, ceux qui ont voté oui étaient motivés surtout par l'espoir d'une amélioration de leur situation économique. Le pays est plongé dans une grave crise caractérisée par une croissance faible, moins de 3%, un chômage élevé, près de 40% des jeunes, et une pauvreté accrue, 4 millions de personnes. Très endettée, la Tunisie négocie depuis des semaines un nouveau prêt avec le Fonds monétaire international, espérant obtenir 4 milliards de dollars et surtout un sésame pour d'autres aides étrangères, notamment européennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a menacé de tirer sur les soldats russes stationnés dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. L'Ukraine et la Russie ont échangé des accusations quant à de multiples bombardements visant la centrale nucléaire
de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine. La Russie a déclaré que les États-Unis étaient de plus en plus directement impliqués dans le conflit en Ukraine. Un responsable du ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que l'influence de Washington sur Kiev franchissait toutes les frontières possibles. De l'autre côté, la Turquie a annoncé que 2 navires supplémentaires avaient quitté samedi 13 août les ports ukrainiens en mer Noire, ce qui porte à 16 le nombre de navires ayant quitté l'Ukraine depuis l'accord conclu sur les exportations céréalières de l'Ukraine sous l'égide des Nations Unies. Suivez. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a menacé de tirer sur les soldats russes stationnés dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. L'Ukraine et la Russie ont échangé des accusations quant à de multiples bombardements visant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine. La Russie a déclaré que les États-Unis étaient devenus de plus en plus directement impliqués dans le conflit en Ukraine. Un responsable du ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que l'influence de Washington sur Kiev excédait toutes les frontières possibles. De l'autre côté, la Turquie a annoncé que 2 navires supplémentaires avaient quitté samedi les ports de l'Ukraine en mer Noire, ce qui porte à 16 le nombre total de navires ayant quitté l'Ukraine depuis l'accord conclu sur les exportations céréalières de l'Ukraine sous l'égide de l'ONU. La section Sniper Frontière des Jeux militaires internationaux de 2022 a été inaugurée ce 16 août à Fort Terepiaina, dans l'ouest du Venezuela. Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, qui a supervisé l'inauguration, a déclaré que c'était une occasion parfaite pour les pays participants de travailler ensemble. La cérémonie d'ouverture à laquelle ont assisté les délégations des pays participants a été marquée par un spectacle de danse folklorique traditionnelle. On fait le point. Le Venezuela accueille depuis lundi les épreuves Sniper Frontier des Jeux militaires internationaux 2022, compétition organisée depuis 2015 par la Russie et auxquelles participent des pays comme la Chine, l'Iran, l'Inde, Cuba ou la Birmanie. La cérémonie d'ouverture, dont une partie a été diffusée en direct à la télévision publique vénézuélienne, s'est déroulée en grande pompe avec des défilés, des chansons et des discours au fort Teripema, dans le nord-ouest du pays. C'est la première fois que le Venezuela, qui entretient d'étroites relations avec la Russie, accueille des compétitions de ces Jeux annuels qui réunissent une trentaine de pays, dont l'Abkhazie, reconnue pour une poignée de sanctions économiques, notamment de la part de Washington, qui ne reconnaît pas la réélection du président Nicolás Maduro, s'est aussi rapproché ces dernières années de l'Iran et de la Chine. Le but, l'esprit de ces Jeux, c'est d'unir les cultures et les peuples plus que de démontrer ses compétences militaires, a affirmé le ministre de la Défense vénézuélien, le général Vladimir Padrino Lopez. Selon son ministère, une délégation de 200 militaires vénézuéliens a aussi été envoyée en Russie pour participer à d'autres épreuves de ces Jeux. Aux États-Unis, la républicaine Liz Cheney ne sera pas la prochaine élue de Wyoming à la Chambre des représentants. La vice-présidente de la commission spéciale du 6 janvier a été largement battue par son adversaire soutenu par Donald Trump. Suivez. Le suspense n'a pas duré bien longtemps. Peu après la fermeture des bureaux de vote, Liz Cheney est apparue dans son fief de Jackson Hole pour reconnaître sa défaite face à Harriet Hickman, qui bénéficiait du soutien de Donald Trump. Liz Cheney explique qu'elle aurait pu facilement gagner cette primaire en endossant le mensonge de l'ancien président sur l'élection de 2020, mais elle s'est refusée à le faire, devenant au contraire la porte-parole de ceux qui, parmi les républicains, s'opposent encore à Donald Trump, malgré son emprise évidente sur le parti. Fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, Liz Cheney fait partie de l'aile droite des républicains. Élue il y a 6 ans à la Chambre des représentants, cette juriste a toujours défendu l'industrie des énergies fossiles du Wyoming. Elle est pro-armes et anti-avortement. Elle a soutenu la politique de Donald Trump jusqu'à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2020.
Une attaque contre la démocratie et la Constitution américaine, dont Liz Cheney rend l'ex-président américain responsable. Mais elle pointe aussi du doigt ses collègues républicains qui continuent à soutenir la fausse thèse de l'élection volée. Le jour viendra où Donald Trump ne sera plus là, mais votre déshonneur restera, dit-elle. Quand l'élu vote en faveur de la destitution de Donald Trump et devient la coprésidente de la commission d'enquête sur l'attaque du 6 janvier, les démocrates saluent son intégrité morale. Les républicains, eux, l'excluent de leur rang. Donald Trump a réagi rapidement à cette défaite de Liz Cheney par un communiqué. Il se félicite de ce résultat merveilleux pour l'Amérique et il ajoute que Liz Cheney peut enfin disparaître dans les profondeurs de l'oubli politique. Ce n'est manifestement pas l'intention de l'intéresser. D'abord, elle est encore élue jusqu'en janvier 2023 comme les autres membres de la commission d'enquête sur l'attaque du Capitole et souligne que son travail n'est pas encore terminé. Selon elle, il ne fait même que commencer. Après la performance politique de Nancy Pelosi à Taïwan, 50 législateurs américains ont emboîté le pas. Une délégation conduite par le sénateur démocrate Ed Markey est arrivée dimanche sur l'île. Suivons. Après la performance politique de Nancy Pelosi à Taïwan, 5 autres législateurs américains ont emboîté le pas. Une délégation conduite par le sénateur démocrate Ed Markey est arrivée dimanche sur l'île. Après la visite de Pelosi à Taïwan, la Chine a pris de fortes contre-mesures, mais les États-Unis veulent prouver qu'ils ne feront pas preuve de faiblesse sur la question de Taïwan. Par conséquent, la visite continue de membres du Congrès montre que Washington insiste auprès de Taïwan sur le fait qu'ils maintiendront une relation soi-disant solide. Depuis que la Chine et les États-Unis ont établi des relations diplomatiques, Washington a affirmé que le gouvernement de la République populaire de Chine était le gouvernement légitime de tout le pays. Beijing a déclaré à plusieurs reprises que de supposés échanges officiels avec Taïwan n'étaient pas acceptables. Les États-Unis sont un grand pays, les États-Unis sont une superpuissance. Je pense que revenir sur leurs promesses, revenir sur leur engagement sur la question de Taïwan ne fait que nuire aux fondements politiques et sape leur crédibilité. Les mesures de représailles de la Chine contre Pelosi comprennent des exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Washington a dit que Beijing réagissait de manière excessive, tandis que la Chine a affirmé que la réponse était une défense légitime. Alors que les provocations américaines continuent, les experts disent que l'objectif des législateurs n'a rien à voir avec la sécurité ou le commerce, mais avec des gains politiques. Certains politiciens et certaines autres administrations générales, pour leurs intérêts à court terme, jouent la question de Taïwan, mais cela ne les aidera pas du tout. Cela causera plus de problèmes dans la relation. Il y a un risque dans la politique américaine envers la Chine. Si les États-Unis jouent la carte de Taïwan comme un outil de compétition politique interne, cela rendra la situation dans le détroit de Taïwan encore plus risquée et incertaine. La Chine affirme qu'elle agira pour protéger sa souveraineté et sa sécurité nationale. Réaliser la réunification de la Chine n'est pas négociable. C'est la volonté commune du peuple chinois. La Chine exhorte une fois de plus les États-Unis à respecter le principe d'une seule Chine et les dispositions des 3 communiqués conjoints sino-américains, à traiter les questions liées à Taïwan prudemment et correctement et à cesser d'aller plus loin sur la mauvaise voie qui déforme le principe d'une seule Chine. La Chine réaffirme que toute tentative de contester le principe d'une seule Chine est vouée à... La Commission nationale du développement et de la réforme au planificateur économique de la Chine a réaffirmé que la coopération économique avec d'autres pays s'était améliorée et que le gouvernement adoptera des politiques destinées à stabiliser davantage l'économie et à stimuler le développement, en particulier face à un environnement international complexe et à des cas nationaux de Covid. Reportage. Malgré le choc provoqué par des facteurs imprévus, les autorités indiquent qu'il existe une énorme résilience et un énorme potentiel pour l'économie chinoise. Le haut planificateur économique du pays a précisé que l'une de ses principales priorités était d'accroître la demande réelle. Nous nous efforcerons de promouvoir des investissements efficaces dans des projets importants, de faire bon usage des politiques financières pour stimuler le développement, d'investir dans des infrastructures telles que les transports, l'énergie, la logistique, l'agriculture et les zones rurales et de promouvoir la reprise de la consommation dans des domaines clés. Les autorités ont également souligné l'importance de sécuriser les approvisionnements alimentaires et énergétiques, de soutenir l'innovation, d'améliorer les chaînes d'approvisionnement et de stabiliser le commerce extérieur.
Ils ont déclaré que la quantité et l'efficacité de la coopération économique et commerciale entre la Chine et d'autres pays avaient été améliorées. À la fin du mois de juin, le commerce de produits de la Chine avec les pays situés le long de la ceinture et la route s'élevait à environ 12 000 milliards de dollars américains et les investissements directs non financiers dans les pays situés le long de la ceinture et la route dépassaient les 140 milliards de dollars américains. L'ampleur du commerce extérieur et de l'investissement a été en constante augmentation. Labourer la terre et récolter sont des termes agricoles, mais ce ne sera peut-être pas le cas pour très longtemps car des technologies et des machines de pointe sont développées par des pays tels la Chine pour augmenter les rendements des cultures. Les technologies émergentes ont également créé une foule de nouvelles professions telles les techniciens en numérisation agricole. Reportage. L'agriculture est l'une des plus anciennes industries au monde. Pendant des siècles, les agriculteurs ont compté sur leurs expériences personnelles et le beau temps pour une récolte abondante. Avec l'avènement de la science et de la technologie, les agriculteurs disposent désormais de plus de ressources numériques pour améliorer les rendements des cultures. Parallèlement à cela, il y a également eu une demande constante de travailleurs possédant les connaissances requises pour enseigner ces technologies agricoles. Wang Yanhai est technicien en données agricoles. Il aide les agriculteurs à améliorer leur productivité, notamment en leur apprenant à utiliser les pesticides de manière plus efficace. La méthode traditionnelle consistait simplement à pulvériser du pesticide sur le sol. Maintenant, nous calculons la quantité exacte de produits chimiques agricoles nécessaires pour chaque acre de terre en fonction de la vitesse de notre marche, de la longueur du bras et d'autres paramètres. Sans notre aide, les agriculteurs ne peuvent compter que sur leur expérience. Technicien en données agricoles est l'une des 18 nouvelles professions qui ont été ajoutées au marché du travail dans le pays. Bien que les normes spécifiques pour ces professions n'aient pas encore été finalisées, les données actuelles montrent qu'elles incluent la collecte de données sur le terrain ainsi que l'enseignement aux agriculteurs de l'utilisation des technologies numériques. Le gouvernement affirme que ces professions sont le reflet des tendances de numérisation du pays. Un bon produit a besoin de standardisation et d'opérations techniques au stade final de la production. Les consommateurs sont prêts à payer pour des produits agricoles de haute qualité. L'adoption d'encore plus de techniques numériques est la voie à suivre pour l'agriculture. La Chine a souligné la nécessité de renforcer son appui aux technologies agricoles modernes dans son 14e plan quinquennal. Cela vise à augmenter le taux d'informatisation du secteur agricole à 27% d'ici 2025. Selon les données, le secteur de l'agriculture numérique en Chine représentera environ 187 milliards de dollars américains d'ici là et 15% de la valeur ajoutée agricole totale du pays. Pour y parvenir, il est essentiel d'attirer davantage de talents dans ce secteur. De telles vocations et de tels talents sont nécessaires à la mise en place de villages numériques. Auparavant, les étudiants ayant une formation numérique n'étaient pas familiers avec les activités agricoles dans les zones rurales, tandis que les personnes qui se spécialisaient dans des matières liées à l'agriculture avaient peu de compréhension des technologies numériques. En conséquence, les zones rurales ont toujours souffert d'une pénurie de talents appropriés. Être technicien en données agricoles exige de maîtriser toute la gamme de compétences. Cela signifie que ces personnes seront très compétitives sur le marché du travail. Cette profession n'est pas une niche. Ils doivent savoir comment utiliser des véhicules aériens sans pilote et entretenir des équipements intelligents. Ces compétences peuvent être utiles dans d'autres industries, surtout s'ils veulent ensuite changer de domaine de travail. Pendant ce temps, les experts considèrent que la Chine est actuellement le leader mondial de la recherche scientifique agricole. Cependant, bon nombre de technologies de pointe à venir nécessiteront des talents particuliers pour effectuer les tâches nécessaires. Zhengzhou, chef-lieu de la province de Henan, dans le centre de la Chine, a bénéficié de son emplacement le long de la voie ferrée Beijing-Guangzhou. En 2014, une nouvelle route de la soie aérienne a été établie dans la ville. Elle ambitionne désormais de construire un centre logistique de classe mondiale. Reportage. L'Efo Warehousing Corporation est un prestataire de services tiers pour le fabricant de vêtements espagnol Zara. Elle est responsable du dédouanement, du tri et de la logistique. Plus de 70% des importations chinoises de produits Zara entrent dans le pays via Zhengzhou.
Entre le moment où l'avion atterrit et celui où les produits quittent la zone franche intégrée, il ne faut que 12 heures. En tant qu'entreprise de mode rapide, c'est de la vitesse dont nous avons besoin. L'aéroport de Zhengzhou garantit un dédouanement entre 24 heures et 7 jours pour tout produit d'importation et d'exportation et les marchandises transfrontalières du commerce électronique. Il fait partie de ce que l'on appelle la route de la soie aérienne. Avec l'aéroport de Zhengzhou comme centre, 48 routes tout cargo couvrent les 3 grandes régions économiques d'Europe, d'Asie et des États-Unis, couvrant les principales économies du monde. L'abondance des routes aéroportuaires offre aux entreprises comme l'IFU davantage d'options pour l'importation et l'exportation de marchandises. Des avions cargo de plus de 20 pays ont transporté des matériaux anti-épidémiques, des produits électroniques, des produits de première nécessité et d'autres marchandises dont on avait un besoin urgent entre la Chine et le monde. L'année dernière, le débit de fret et de courrier de l'aéroport de Zhengzhou a dépassé 700 000 tonnes, ce qui l'a placé parmi les 40 premiers aéroports de fret au monde. L'augmentation des lignes aéroportuaires et le développement du commerce électronique transfrontalier ont donné un élan important à la zone de libre-échange intégrée de Xinjiang. Son volume d'importation et d'exportation a augmenté pendant 10 années consécutives depuis son ouverture. Nous continuerons à suivre la voie de la construction d'un centre logistique moderne, international et de classe mondiale et à devenir la force de croissance centrale de la zone économique des plaines centrales. La zone aéroportuaire de Zhengzhou relie l'est à l'ouest et le sud au nord. En son cœur se trouve le port aérien de la zone de libre-échange intégrée ainsi que 7 ports distincts destinés à des produits tels que la viande, les fruits et les médicaments. L'abondance des produits importés favorise l'internationalisation de la consommation, notamment en Chine centrale. Les responsables ont affirmé que de nouvelles améliorations seraient apportées au système de transport de passagers et de marchandises de la zone aéroportuaire de Zhengzhou. Ils visent à dynamiser la zone en tant que centre logistique international et centre de transport multimodal, reliant 4 ports aériens, terrestres, ferroviaires et fluviales. La grand-messe de l'information du soir sur Gulf TV Africa s'achève. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez câblés Gulf TV Africa. Bonsoir chez vous.